Alors tout d'abord, Monsieur le Ministre, félicitations pour votre élection en tant que député et votre nomination au poste de ministre. Je vais direct avec vous. À quoi consiste votre ministère ? D'abord, félicitations pour le fait que tu sois resté journaliste. Ça fait quand même une longue carrière maintenant. Moi, je m'occupe d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire tout le secteur économique des associations, des mutuelles, des coopératives, c'est-à-dire tout ce qui crée de l'emploi mais qui n'est pas une entreprise classique. Et je m'occupe aussi de consommation, c'est-à-dire faire en sorte que aujourd'hui dans la grande distribution, les grandes surfaces, les grands magasins, on puisse avoir des prix qui soient pas trop chers, qu'il y ait de la concurrence pour que justement les prix soient pas trop chers, que toutes les informations soient données aux consommateurs, d'où ça vient, comment ça a été fabriqué, etc., etc. Voilà, ça c'est mon boulot. Omar Sy, Jamel Debbouze, Anelka, Chaim et bien d'autres sont issus de la ville de Trappes et pourtant certains ont oublié d'où ils venaient. Est-ce que c'est pas un peu décevant pour votre ville ? Non, pourquoi vous dites ça ? Il y a Sophia Aram aussi, tous les matins, 2 matins sur 5 sur France Inter, qui vient de Trappes. Mais d'ailleurs, il y a plein de gens qui n'ont pas leur nom de l'affiche, qui viennent de Trappes et qui réussissent. On n'est pas obligé d'être comédien ou footballeur pour être un trappiste heureux. Et puis moi, je trouve qu'ils le rendent bien, la plupart. En tout cas, ils essayent de s'impliquer, de s'investir pour faire en sorte que dans le domaine du théâtre, dans le domaine du sport, ils puissent rendre un peu de la notoriété, de la célébrité, un peu de leur richesse à la ville de Trappes. Et je trouve ça bien parce qu'ils sont des éducateurs, des profs, des animateurs d'ici qui les ont aidés à révéler leur talent. En ce moment, quels gros dossiers sont sur le bureau de votre ministère ? J'ai fait dire un gros mot. Beaucoup, que des gros dossiers. Il y a 3 millions de chômeurs, là ça augmente. On a comme objectif évidemment de faire réduire le chômage. Et le sujet pour tous les ministres, quel que soit leur portefeuille aujourd'hui, c'est qu'il y ait du boulot à nouveau. Et moi dans mon ministère, je vais essayer de faire en sorte que les associations puissent créer des emplois pour que notamment des jeunes qui sont sortis de l'éducation nationale sans diplôme, une raison pour laquelle il faut avoir un diplôme, que ceux-là puissent avoir un travail assez vite. Donc voilà, c'est une partie de mon boulot ça. Très bien, merci beaucoup. Salut, à bientôt. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour. Pour vous, est-ce que l'école avant l'école est-elle une réelle solution pour les enfants en difficulté ? Ça peut être quelque chose d'intéressant, mais je pense que ça ne peut pas être que l'école. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui aident un enfant à réussir, faire des sorties, aller visiter des musées, participer à des activités culturelles. Je pense que il n'y a pas que l'école avant l'école, il y a tout ce qui se passe autour. Comment expliquez-vous que les écoles privées sont aujourd'hui énormément prisées par beaucoup de parents, y compris ceux à faible revenu ? Je ne suis pas sûr qu'elles soient si prisées que cela. Je pense qu'un certain nombre de parents effectivement mettent leurs enfants en école privée et puis que quelquefois au bout d'1 an, 2 ans, ils reviennent vers le public parce que c'est pas forcément si satisfaisant que ça. Je crois qu'il y a une réputation qui est faite par certains à l'école publique qui n'est pas justifiée. Alors effectivement, depuis quelques années, le manque de moyens, les postes supprimés, ça n'a pas rendu service à l'école publique. Je pense que là, il y a du terrain à regagner, mais je ne pense pas que la différence entre école privée et publique soit si grande que ça au niveau qualité. Très bien. Pour finir, et pour vous, quels sont les problèmes que rencontre aujourd'hui la réussite éducative ? Les problèmes que rencontre la réussite éducative. Les problèmes de moyens d'abord, et puis je crois que c'est une question de priorité. Ce gouvernement a décidé de mettre la priorité sur l'école et ça me paraît absolument essentiel. Mais il va y falloir des moyens, il va y falloir du temps, il va falloir commencer très tôt. Moi je suis retraitée mais je suis une ancienne directrice d'école maternelle. Et je peux vous dire que mon sentiment est qu'il faut commencer avec les enfants très très tôt et qu'on sera plus obligé de passer par la réussite éducative, mais qu'il faut donner les moyens à l'école de faire des groupes de langue avec les enfants, que tout ce qui tourne autour du langage, du vocabulaire, des échanges permettra à ces enfants de réussir. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Alors Monsieur le Président, je suis collégienne et le gros problème, en dehors des rythmes scolaires, c'est la concentration en classe. Comment mettre les élèves dans les meilleures conditions sans problème de perturbation ?
Justement, c'est de pouvoir mettre des moyens dans les établissements qui sont les plus en prise avec ces difficultés pour qu'il y ait un encadrement, un accompagnement, pour que les élèves qui peuvent parfois avoir des problèmes, et on en connaît, et qui peuvent mettre en cause la stabilité de la classe, sa cohésion, puissent être traités avant même que des sanctions puissent être prononcées. Pourquoi ne pas placer aux côtés des enseignants, des parents d'élèves au chômage ou retraités qui pourraient aider à maintenir le calme et qui pourraient être de véritables relais entre les parents et l'école? Ils ont une réelle Vous avez raison. proximité avec les parents. D'abord, les parents doivent eux-mêmes se mobiliser pour régler les questions de déscolarisation ou les questions de discipline, voire même de suivi des enseignements. Il faut que les parents s'engagent. Et ici, notamment dans ce collège, il y a un contrat qui a été passé avec les parents pour qu'il puisse y avoir cette implication. Mais par ailleurs, il faut des professionnels dans l'établissement et pas simplement des bénévoles qui viendraient. Et ces professionnels, ça peut être justement ces emplois d'avenir que nous allons créer et qui pourront justement accompagner les élèves. Très bien. Monsieur le Président, les collèges situés dans les quartiers difficiles sont le centre des difficultés de l'éducation nationale. Là, je l'ai répondu. Mais je pose la question sur les 6 000 emplois d'avenir. Notamment 6 000 emplois d'avenir par an répondront-ils à la sortie des 150 000 jeunes sans diplôme chaque année? Voilà, donc le chiffre que tu cites est exact. Il y a 150 000 jeunes qui sortent sans qualification du système éducatif. C'est vers cela que nous devons nous tourner pour que l'école soit plus efficace encore et ne laisse pas des jeunes sortir sans qu'ils puissent avoir la chance d'occuper un métier, d'autant que beaucoup d'entreprises veulent que soient proposés des emplois et ne trouvent pas nécessairement des jeunes face à ces emplois. Donc nous devons agir pour améliorer la qualification. Et par ailleurs, les emplois d'avenir, c'est ce qui permet de répondre à des besoins, mais ça ne peut pas régler toutes les questions de chômage. D'accord, merci beaucoup. D'abord, bonjour Monsieur Péon. Bonjour. Pour vous, est-ce que l'école avant l'école est-elle une réelle solution pour les enfants en grande difficulté? L'école? L'école avant l'école. Qu'est-ce que vous appelez l'école Le avant système l'école? éducatif que les enfants y rentrent une semaine avant la rentrée. C'est très bien. On a visité ça l'autre jour à Bondy avec le Premier ministre et ça a des résultats formidables, surtout pour les transitions comme on l'a vu ce matin entre par exemple le CM2 et le collège. Donc c'est très bien, oui. Ce qu'on appelle l'école ouverte. D'accord. Hier, dans le journal du dimanche, vous avez parlé de cours de morale laïque. Quel sera le contenu de ces cours? On va avoir le définir dans la commission qui va se mettre en place, mais c'est tout ce qui relève pas seulement de l'instruction civique, c'est-à-dire connaître les lois, le fonctionnement démocratique, mais en même temps réfléchir sur le sens de la vie, sur la justice, sur les devoirs à l'égard de soi-même et à l'égard des autres. Très bien. Comment vous expliquez que les écoles privées sont aujourd'hui prisées par énormément de parents, y compris des parents à faible revenu? Écoutez, en tout cas pour l'école publique, il faut que nous fassions le maximum pour qu'elle accueille et permette la réussite de tous. Merci.